Bienvenue dans ce cours sur l'agriculture de précision en grande culture, une formation du programme Copernicus. Cette présentation a été réalisée pour la formation en ligne Copernicus et Agriculture, organisée par l'école d'ingénieurs AgroParisTech, dans le cadre d'une formation du programme Copernicus qui a bénéficié d'un financement du CNES et de l'Union européenne. Copernicus est le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne. Il offre des services d'information basés sur l'observation de la Terre par satellite. Il utilise une constellation de 6 groupes de satellites. Dans ce module Copernicus concernant le panorama des applications en agriculture, on va s'intéresser au cas de l'agriculture de précision et plus particulièrement appliqué au cas des grandes cultures. Les objectifs de la séquence sont de découvrir le concept d'agriculture de précision. Qu'est-ce que c'est que ce terme d'agriculture de précision? De voir l'utilisation d'images satellites et de produits dérivés Copernicus pour les applications d'agriculture de précision dans le cas des grandes cultures. On verra comment on peut passer de l'information de l'échelle du satellite jusqu'à la parcelle agricole de grande culture pour arriver jusqu'au tracteur de l'agriculteur. Alors le plan de la présentation, on verra tout d'abord le concept d'agriculture de précision, puis on s'intéressera aux objectifs de l'agriculture de précision pour l'agriculteur. On verra ensuite les 3 étapes classiques de la démarche d'agriculture de précision. On verra les moyens technologiques, le GPS, les capteurs radiométriques, les mesures de biomasse, la télédétection. On verra l'intérêt des images Sentinel-2 pour l'agriculture de précision. Un exemple classique avec FarmStar, le conseil à la fertilisation avec les images Sentinelle. Et puis on verra aussi d'autres produits dérivés utilisant l'agriculture de précision. Et puis on terminera par la conclusion. Alors sur YouTube, vous pouvez consulter en dessous de la vidéo dans le descriptif. Il y a le chapitrage qui est disponible. En cliquant sur plus, on peut voir tout le chapitrage, ce qui permet d'aller cliquer par exemple sur le timing d'une partie pour aller directement à cette partie. Alors la vidéo est aussi munie de sous-titres qu'on peut activer avec le bouton YouTube de sous-titres. On peut aussi choisir l'anglais comme langue de sous-titres. Voyons dans un premier point ce que représente le concept d'agriculture de précision. Alors dans le raisonnement classique des pratiques agricoles, ces pratiques sont conduites à l'échelle de la parcelle entière. C'est-à-dire qu'on considère la parcelle, la zone rouge sur l'animation, comme étant homogène. Donc l'agriculteur va appliquer le même réglage, la même opération sur l'ensemble de la parcelle. Par exemple, une pulvérisation d'engrais, l'agriculteur va mettre la même dose d'engrais en tout point de la parcelle. Dans le cas de conduite de culture en agriculture de précision, le raisonnement de la conduite agricole se fait à l'échelle de zones intraparcellaires et non pas à l'échelle de l'ensemble de la parcelle. L'agriculteur va appliquer des réglages différents, zone par zone, et par exemple pour la pulvérisation de l'engrais, on va mettre des doses différentes où on va couper l'apport d'engrais dans certaines zones, comme ici dans la figure, la zone rouge au milieu où on va ne pas du tout apporter d'engrais. Ces zones sont définies dans une carte. On parle de carte de préconisation. Elle reflète l'hétérogénéité des cultures et des sols. On parle aussi de modulation d'une pratique en agriculture de précision. Moduler une pratique, c'est faire varier cette pratique spatialement, donc par zone, comme on a vu tout à l'heure. La carte de préconisation peut être établie en mesurant la variabilité spatiale, soit des sols ou bien des cultures.
Le plus souvent, les cultures, la cartographie va être réalisée en cours de développement. Le sol, quant à lui, on peut caractériser le sol avant l'implantation de la culture, afin de connaître le potentiel agronomique du sol. Il y a une phrase qu'on utilise très souvent pour résumer cette approche d'agriculture de précision, où on travaille par zone. On dit qu'on va appliquer la bonne dose au bon endroit et au bon moment. La modulation intraparcellaire peut concerner différentes opérations culturelles, comme les apports d'engrais, c'est le cas le plus courant. Le semis, on peut faire varier la densité du semis. La protection des cultures, la lutte contre les mauvaises herbes ou les maladies. L'irrigation, et aussi le travail du sol. Quels sont les objectifs de l'agriculture de précision ? L'objectif pour l'agriculteur n'est pas de rechercher la précision pour la précision, mais c'est de gérer au mieux sa production en respectant l'environnement, c'est-à-dire pour réduire globalement la quantité d'intrants qui est apportée dans le milieu. Et ceci pour deux raisons, pour des raisons environnementales, pour protéger la ressource en eau et les sols, et aussi pour des raisons économiques. En effet, le coût des intrants est un poste très élevé pour les exploitations agricoles. Donc réduire la quantité globalement d'intrants, ça permet d'accroître la marge des exploitations. On décompose classiquement la démarche d'agriculture de précision en 3 étapes principales. Voyons ces 3 étapes. La première étape va consister à caractériser l'hétérogénéité spatiale de la parcelle, essentiellement réaliser une carte de zones, ces zones représentant la variabilité soit des cultures, soit du sol. La deuxième étape, ça va être d'exploiter ces données pour transformer cette carte de zone en une carte de préconisation. C'est-à-dire que dans chaque zone, on va donner une recommandation pour une pratique, par exemple une dose d'azote pour une fertilisation d'engrais azotés, par exemple. Et la dernière étape va consister à mettre en œuvre cette préconisation sur le tracteur, par exemple en pilotant l'épandeur pour moduler les apports d'engrais azotés. L'agriculture de précision nécessite un certain nombre de moyens technologiques. Alors voyons maintenant ces moyens technologiques. Une des technologies essentielles pour l'agriculture de précision, c'est la localisation géographique par satellite, type GPS. Ça va permettre de localiser toutes les informations et les engins agricoles au champ. Une autre technologie très importante et historiquement une des plus anciennes, c'est les capteurs de rendement sur les moissonneuses qui vont permettre d'établir le rendement en chaque point de la parcelle et donc d'obtenir des cartes de rendement des parcelles. Toutes les données vont être essentiellement cartographiques, donc on va avoir besoin de systèmes d'information géographiques pour les gérer. On a vu précédemment, on va chercher à mesurer le développement de la culture ou les sols, et donc là on va utiliser des capteurs, en particulier des capteurs embarqués sur tracteurs, ou bien de l'imagerie aérienne, aéroportée, aérienne, satellite, avion ou drone. La console de bord qui est présente dans les engins agricoles, c'est le véritable ordinateur de bord qui va permettre la connexion de tous les capteurs, et aussi de piloter en particulier les bus d'épandeurs pour moduler l'application d'engrais. Alors voyons quelques précisions sur les systèmes de localisation par satellite qui sont utilisés en agriculture de précision. La localisation des mesures et des engins agricoles est assurée par des systèmes de localisation par satellite comme le GPS. L'antenne sur le tracteur va communiquer avec une constellation de satellites en orbite autour de la Terre. On parle aujourd'hui plus généralement de GNSS, Global Navigation Satellite System, plutôt que de GPS, parce que le GPS c'est le système américain, mais il existe aujourd'hui d'autres constellations comme le GLONASS russe, le Beidou chinois ou le Galileo européen. La plupart des antennes GPS actuelles sont compatibles multi-constellations, donc avec plusieurs systèmes GNSS. Alors en agriculture de précision, on utilise une variante du GPS qu'on appelle le DGPS ou GPS différentiel qui est beaucoup plus précis, qui permet d'atteindre une précision éventuellement centimétrique. Dans le système DGPS, on utilise en plus des satellites GPS une station de référence qui est positionnée sur une borne de position connue avec une précision centimétrique et qui permet de déterminer l'erreur de positionnement commise par le système GPS. Cette erreur est retransmise au tracteur et ce qui lui permet de corriger cette erreur et d'atteindre une précision de positionnement qui peut aller jusqu'au centimètre. En agriculture de précision, on parle souvent de GPS RTK pour ce DGPS. RTK, ça veut dire Real Time Kinematic,
Cinématique temps réel, ça veut dire que la correction de l'erreur GPS qu'on évoquait avant, elle est transmise en temps réel au tracteur. Cette transmission, elle peut se faire soit par un signal radio, on parle de RTK radio, donc il faut un émetteur radio, soit par un satellite géostationnaire comme Omnistar par exemple, qui est chargé de retransmettre sur tout un continent le signal de correction, ou plus récemment, comme par exemple dans le cas du réseau des géomètres Teria, grâce au réseau téléphonique GSM. La console, c'est le véritable ordinateur de commande de tous les appareils d'agriculture de précision. Elle va permettre de déterminer à chaque moment du déplacement dans la parcelle la position exacte du tracteur et de faire le lien avec la position dans la carte de préconisation. Certains agriculteurs sont équipés de capteurs de rendement. C'est un capteur qui est disposé dans la trémie de la moissonneuse-batteuse. Au moment de la récolte de la culture, le capteur est capable de mesurer le flux de grains qui passe dans la trémie et d'estimer le rendement instantané, c'est-à-dire le rendement en tout point de la parcelle. En couplant cette mesure avec un positionnement GPS, on peut réaliser une carte très détaillée de la parcelle qui montre la variabilité du rendement dans tous les points de la parcelle. Donc c'est une carte qui est très intéressante pour analyser le résultat des pratiques d'agriculture de précision, puisqu'on voit le résultat en termes de rendement par zone sur l'ensemble de la parcelle. On va maintenant s'intéresser à une catégorie de capteurs qui est très utilisée en agriculture de précision, qui sert à mesurer les cultures et aussi les sols, sont les capteurs radiométriques. Un capteur radiométrique va mesurer la lumière du soleil réfléchie sur un objet, par exemple ici un champ de céréales, et c'est l'interaction de l'énergie lumineuse du soleil avec la matière qui va nous permettre de détecter des informations sur l'état de développement de la culture. La grandeur que l'on va chercher à mesurer principalement avec des capteurs radiométriques, c'est la réflectance. La réflectance, c'est le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie par un objet sur l'énergie lumineuse incidente sur ce même objet. Dans le cas où la lumière incidente, c'est la lumière du soleil, on parle de mesure passive. Cette valeur va varier entre 0 et 1. 0, c'est un corps qui absorbe totalement l'énergie lumineuse, on parle de corps noir, et 1, c'est un corps qui réfléchit toute l'énergie reçue. Sur une même surface mesurée, la réflectance ne va pas être constante en fonction des longueurs d'onde de la lumière. On va obtenir, si on trace la variation de cette réflectance en fonction de la longueur d'onde, le graphique qui est sur la figure, où on voit des pics et des creux et des plateaux qui correspondent à une réponse caractéristique. On parle de réponse spectrale en fonction de la composition de la surface. Si on n'a que du végétal chlorophyllien, de l'eau, du sol nu, cette courbe va nous permettre de retrouver ces informations. Les capteurs radiométriques qui sont utilisés en agriculture de précision sont sensibles au rayonnement visible, comme l'œil humain, mais aussi à des longueurs d'onde qui sont invisibles à l'œil humain, en particulier l'infrarouge, le proche infrarouge, appelé aussi PIR ou NIR en anglais, et le Red Edge aussi, à la limite entre le rouge et l'infrarouge. On verra comment ces longueurs d'onde sont utilisées en agriculture de précision. La réponse spectrale mesurée sur une grande culture, elle est surtout liée à l'échelle de la plante, à l'activité des pigments de photosynthèse, en particulier la chlorophylle, la teneur en eau dans la plante, et la structure du tissu végétal, si on a affaire à du tissu parenchymateux ou lacunaire. À l'échelle du groupe de plantes, ce qu'on appelle le couvert, eh bien, ça va avoir aussi une influence sur la réflectance, la manière dont les plantes sont organisées les unes par rapport aux autres. L'influence du sol sous-jacent, s'il est plus ou moins visible, ça va influencer la réflectance. Et puis la géométrie entre le soleil, l'objet, c'est-à-dire la plante, et le capteur, et principalement les angles, vont aussi influencer le résultat de la réflectance. Dans le cas d'un capteur radiométrique qui est en altitude, un satellite dans l'espace par exemple, on va avoir un effet supplémentaire qui se rajoute pour modifier la réflectance, c'est la traversée de l'atmosphère par les rayons lumineux. Il va y avoir essentiellement des phénomènes d'absorption et de diffusion de la lumière qui vont modifier la réflectance. On parle de réflectance top of atmosphère pour la réflectance telle qu'elle est mesurée au niveau du satellite, et si on corrige ces effets atmosphériques, on peut la ramener à la réflectance au niveau du sol. On parle de réflectance bottom of atmosphère. On va en général, pour corriger ces effets atmosphériques, utiliser des modèles. Une première distinction qu'on peut faire parmi les capteurs radiométriques, ce sont les capteurs imageurs ou non imageurs.
Dans un capteur non imageur, l'information qui est fournie, c'est une valeur intégrée sur une surface, une valeur unique, qui est sur le rang de la culture par exemple, comme on voit sur la figure. Pour le cas du capteur imageur, en fait il s'agit d'une caméra qui va fournir une image, et chaque pixel fournit une valeur radiométrique individuelle sur une portion du champ photographié. Dans le cas des capteurs imageurs, on va définir des caractéristiques pour décrire les possibilités du capteur. On va déjà regarder la résolution spatiale du capteur, c'est-à-dire la taille du pixel ou bien le nombre de pixels dans l'image, comme dans une caméra classique, le nombre de mégapixels de l'image. On va regarder aussi la résolution spectrale, c'est-à-dire le nombre de longueurs d'onde de bande spectrale qui est capable d'acquérir l'image dans le visible, dans l'infrarouge, dans le proche infrarouge. On va, dans ces cas-là, en fonction du nombre de bandes spectrales que la caméra est capable d'acquérir, on parlera de données multispectrales quand elle est capable d'en acquérir plusieurs, superspectrales quand elle en acquiert un grand nombre, et hyperspectrales quand elle acquiert un très grand nombre de bandes spectrales, où on obtient quasiment un spectre continu, on obtient la courbe de réponse spectrale quasiment qu'on avait vue précédemment. On parle aussi de résolution temporelle ou de temps de revisite, c'est la période de temps minimale qu'on est capable de faire pour 2 prises de vue successives. Là, ça dépend pas directement de la caméra, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle le vecteur, c'est-à-dire l'avion, le drone ou le satellite qui porte la caméra. Ça peut aller de plusieurs semaines jusqu'à quelques minutes, par exemple pour un drone. Dans le cas des images multispectrales, l'image est en fait décomposée en plusieurs sous-images, correspondant chacune à une gamme de longueur d'onde. On parle de bandes spectrales. Donc on aura une bande spectrale par exemple pour le rouge, une pour le proche infrarouge, une pour le vert. Pour afficher cette image multispectrale sur un écran, c'est à peu près sur tous les écrans de la même façon, on va considérer une bande spectrale pour le rouge, une pour le vert, une pour le bleu, qui va permettre de faire la reconstitution des couleurs naturelles telles que les voit l'œil. Donc cette association rouge-vert-bleu, on parle de composition colorée vraie couleur. Dans le cas des images multispectrales qu'on va utiliser en agriculture de précision, on a vu des longueurs d'onde qui ne sont pas dans le visible, en particulier le proche infrarouge. Quand on affecte au rouge-vert-bleu de l'écran des longueurs d'onde non visibles, par exemple on va mettre le proche infrarouge dans le rouge, on parlera de composition colorée fausse couleur, parce que les couleurs qui apparaissent à l'écran ne sont pas des couleurs naturelles. Voilà un exemple de composition colorée fausse couleur sur une image du satellite Sentinel-2 sur la région sud de Milan. Donc la composition colorée, là c'est le proche infrarouge en rouge, le rouge en vert et le vert en bleu. Donc ça c'est assez classique pour les images multispectrales. Donc tout ce qui apparaît en couleur rougeâtre, ça correspond à du végétal chlorophyllien vert. En rouge plus foncé, c'est les forêts, c'est dû aux effets d'ombre des houppiers des arbres. Et tout ce qui est verdâtre ou bleuté, c'est soit des sols artificialisés, soit des sols nus, sans couvert végétal, soit éventuellement une culture qui est mûre, c'est-à-dire un blé doré par exemple. Une première façon d'exploiter les images multispectrales en agriculture de précision, c'est une façon assez classique, c'est de calculer ce qu'on appelle des indices de végétation. L'indice de végétation, ça va être un calcul arithmétique entre la réflectance dans différentes longueurs d'onde, classiquement entre le proche infrarouge et le rouge. Un de ces indices les plus connus, c'est le NDVI, le Normalized Difference Vegetation Index, qui va être simplement la différence entre la réflectance dans le proche infrarouge moins la réflectance dans le rouge, divisé par la somme des réflectances proche infrarouge et rouge. Ça va donner une valeur comprise entre moins 1 et 1. Plus on va se rapprocher d'1, plus il y a de la biomasse chlorophyllienne dans le pixel. Donc ça va nous servir essentiellement à quantifier la présence de biomasse chlorophyllienne. Alors la biomasse de la culture, c'est la quantité de masse végétale qui est produite par la culture. Elle va traduire le bon développement de la plante. On va généralement la mesurer en pesant la quantité de végétal par unité de surface, donc par mètre carré. Pour mesurer la biomasse au champ, la méthode la plus simple et aussi la plus précise, c'est de faucher un mètre carré de culture et de le peser. Ça va donner le poids de matière fraîche, c'est-à-dire qui intègre l'humidité. La plupart du temps, on va plutôt sécher le végétal avant de le peser pour obtenir ce qu'on obtient la matière sèche, le poids de matière sèche, pour que ça soit indépendant du taux d'humidité. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que c'est une méthode longue et destructive aussi. Donc une fois qu'on a à un instant T de la période culturelle, on a fauché pour peser, on ne pourra pas remesurer au même endroit un mois après. Une autre technique pour mesurer la biomasse sans peser, c'est de mesurer ce qu'on appelle l'indice foliaire ou le LAI, Lift Array Index.
Donc le LAI, c'est le rapport de la surface des feuilles sur une surface de référence au sol, par exemple 1 m². Donc ça va permettre de déterminer la proportion entre le végétal vert et le sol. Par exemple ici, sur un carré de 1,5 m de côté, on va avoir donc une surface de 0,25 m². Et là, sur l'exemple, on a 0,0825 m² de surface de feuilles, ça fait donc 0,33 de LAI. Ça veut dire qu'il y a un tiers de la surface qui est couverte par les feuilles vertes et 2 tiers qui sont couverts par le sol nu. Alors pour mesurer la surface des feuilles, il y a différentes techniques. On peut utiliser un planimètre, un scanner ou des techniques photographiques aussi. Dans le cas des mesures radiométriques de LAI, les capteurs sont sensibles à l'activité chlorophyllienne du végétal, donc ils répondent en fait à la masse verte. Donc on va plutôt parler de GLAI, de Green Leaf Array Index, c'est-à-dire on va regarder uniquement la surface des feuilles vertes. On voit dans l'exemple là que si on considère la surface totale des feuilles vertes et non vertes, ou la surface que des feuilles vertes dans le cas du GLAI, on a une différence effectivement sur l'indice. Donc c'est plutôt le GLAI qu'on va mesurer par les méthodes radiométriques. À certains stades, le LAI peut même être supérieur à 1. On voit ici sur cet exemple d'une culture de maïs. À certains stades, on va avoir plusieurs strates de feuilles qui se développent et qui s'entrecroisent. Et donc la surface cumulée des feuilles va alors être supérieure à la surface projetée au sol. La biomasse et le LAI sont directement liés, donc on voit que le LAI peut servir à prédire la biomasse. De la même façon, on voit dans le graphique du bas que NDVI et LAI sont reliés très fortement, et même dans certains stades, on a une relation linéaire entre NDVI et LAI. Donc le NDVI peut servir comme indicateur pour prédire le LAI et donc la biomasse. Pour la préconisation en engrais azotés, un autre élément en plus de la biomasse est très important à connaître, c'est la teneur en azote de la plante. Et la littérature scientifique a montré qu'il y a une relation très forte entre la teneur en chlorophylle du végétal et son statut azoté, c'est-à-dire sa teneur en azote. Du coup, c'est très important d'essayer aussi de mesurer cette teneur en azote et donc par l'intermédiaire de la teneur en chlorophylle. Pour estimer la teneur en chlorophylle à partir de mesures radiométriques, on va aussi calculer des indices, un peu comme pour le NDVI pour la biomasse. Là, on parle d'indice de chlorophylle index. Donc c'est en général un indice qui est calculé à partir du proche infrarouge et d'une bande comprise entre le rouge et le proche infrarouge qu'on appelle le red edge. Il y a aussi une variante qui utilise le proche infrarouge et le vert. On voit sur le graphique extrait d'une étude de 2017 sur la pomme de terre à partir d'images Sentinelle-2 une très belle relation entre le contenu en chlorophylle et justement un indice de chlorophylle calculé à partir de l'image Sentinelle. Une autre approche qui est utilisée aussi pour prédire les variables biophysiques. Alors les variables biophysiques, qu'est-ce que c'est ? C'est les LAI, les matières sèches, la teneur en chlorophylle qu'on a vu précédemment, qui décrivent la culture. On peut les prédire en utilisant non pas des indices comme on a vu tout à l'heure, mais ce qu'on appelle un modèle de transfert radiatif. Le modèle de transfert radiatif, c'est un modèle qui va modéliser la propagation du rayonnement électromagnétique à travers la matière, c'est-à-dire à travers les feuilles, à travers le couvert végétal. Un des modèles les plus connus pour ça en agriculture de précision, c'est le modèle ProCell. Donc dans le sens direct, ce modèle va prédire la réflectance à partir des variables biophysiques, mais classiquement en agriculture de précision, on va l'utiliser en sens inverse, c'est-à-dire on va essayer de prédire certaines variables biophysiques à partir de la réflectance. Ces différentes techniques de mesure radiométrique, par exemple effectuées avec un satellite Sentinelle-2, vont permettre de suivre facilement le développement de la culture dans le temps, et donc d'avoir une cartographie, une image du développement au stade clé de développement de la culture. La mesure radiométrique va aussi permettre facilement de suivre spatialement la variabilité de la culture dans la parcelle. On voit ici dans l'exemple sur la figure la zone plus faible de biomasse plus faible qui ressort sur les pixels de l'image radiométrique. Le capteur radiométrique va être embarqué sur un vecteur qui va être chargé de l'emmener sur le lieu de la mesure. Alors le vecteur, ça peut être un opérateur ou un tracteur au sol. On parle alors souvent de proxy détection, de détection de proximité, où il peut être embarqué sur un vecteur aérien. Ça peut être un drone par exemple entre 0 et 150 mètres, ça peut être un avion jusqu'à quelques kilomètres, un satellite d'observation comme Sentinelle-2 à peu près à 800 km, ou un satellite géostationnaire comme un satellite météo par exemple.
Quelques exemples de capteurs radiométriques qui sont utilisés en agriculture de précision. On peut voir en haut le Trimble Greenseeker portatif, qui est un capteur NDVI radiométrique. On voit sur tracteur des capteurs radiométriques comme le Greenseeker ou le Yara N-Sensor, par exemple, qui sont deux grands classiques. Une caméra radiométrique multispectrale sur drone, la caméra Sequoia de Parrot. Et tout en bas, on voit l'instrument MSI du satellite Sentinel-2, caméra radiométrique multispectrale qui permet de faire les images Sentinel-2. Intéressons-nous maintenant à l'intérêt des images Sentinel-2 pour l'agriculture de précision. Est-ce que les résolutions spatiales, spectrales et temporelles des satellites Sentinel-2 sont adaptées à l'agriculture de précision pour les grandes cultures ? La caméra MSI de Sentinel-2 fournit 13 bandes spectrales, donc c'est assez riche, en particulier dans les domaines de l'infrarouge, proche infrarouge et du Red Edge, donc bien adapté pour calculer les indices NDVI ou indices de chlorophylle qu'on avait précédemment. La résolution des principales bandes est à 10 mètres, donc c'est une bonne résolution. Certaines bandes sont à 20 mètres et à 60 mètres pour les bandes utilisées pour les corrections atmosphériques. La fréquence temporelle, ça c'est un point aussi très important. On va voir qu'on a des données acquises assez fréquemment. On voit dans l'illustration, dans la carte de NDVI qui a été calculée en bas, qu'on peut facilement percevoir des hétérogénéités à l'intérieur de la parcelle. Donc c'est assez adapté pour les grandes parcelles en grande culture. Alors à propos de la résolution temporelle, justement, ce qu'on appelle aussi le temps de revisite, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre deux prises de vue au même endroit. Le satellite Sentinel-2 est plutôt bien pourvu parce qu'en fait il a deux satellites, 2A et 2B, qui sont décalés sur la même orbite polaire à 180 degrés, et ce qui permet d'acquérir des images de toute la Terre en 5 jours. Donc le temps de revisite d'un même endroit est inférieur à 5 jours, donc ça c'est très intéressant. La largeur de Fauché est de 290 km de large, donc ça c'est relativement important, permet d'acquérir de grandes images. Donc le temps de revisite c'est très important en agriculture de précision, parce qu'il faut pouvoir avoir une image quelques jours ou une semaine peut-être avant la réalisation de la carte de préconisation, pour pouvoir avoir un état de la végétation qui soit bien à jour. Une image Sentinelle couvre une très grande surface, environ 10 000 km², ça représente environ 2 fois la surface moyenne d'un département en France. Une centaine d'images suffisent à couvrir toute la France. Avec sa très grande surface de 10 000 km², une image Sentinel-2 permet de couvrir un très grand nombre de parcelles agricoles d'un coup. Là, dans l'exemple présenté, sur une image, 125 000 parcelles agricoles sont visibles d'un coup. Les taches jaunes qu'on voit, c'est les limites du registre parcellaire graphique des déclarations PAC. Finalement, l'accès aux images Sentinel-2 est facile et gratuit. On peut y accéder via l'interface Sentinel Playground qui permet de facilement afficher les images, même de calculer par exemple des cartes de NDVI. L'interface Copernicus Open Hub permet de télécharger directement les images sources et de les traiter soi-même avec un logiciel. Il existe même des web services qui permettent d'intégrer les flux d'images dans une application. Voyons maintenant un exemple concret de service d'agriculture de précision fourni aux agriculteurs avec le service FarmStar. FarmStar est un service développé par Airbus Defence Space avec les instituts techniques agricoles comme Arvalis, Institut du végétal, et Terrinovia. Il s'appuie sur des images satellites et des données météo et un modèle agronomique pour délivrer des conseils agricoles pour la fertilisation azotée à la parcelle au stade clé de croissance de la culture. Et donc ils vont fournir aux agriculteurs une carte de préconisation pour la fertilisation azotée. FarmStar utilise de nombreux satellites pour alimenter son modèle, mais actuellement 60% des images utilisées par FarmStar sont des images Sentinel-2. C'est sans doute dû à sa fréquence de revisite très importante qui lui permet de fournir des images sans nuages. Alors les avantages du service FarmStar pour l'agriculteur, ça permet une économie d'azote, un gain de rendement et de qualité, un découpage pertinent en zone des parcelles, une fiabilité des conseils. Un point très important, ça permet une justification de la conformité par rapport à la réglementation, un gain de temps et d'efficacité,
Les données fournies sont compatibles avec un grand nombre de consoles et elle permet aussi de faire une modulation manuelle. Ce dernier point est assez intéressant parce qu'effectivement, beaucoup d'agriculteurs ne sont pas équipés de systèmes de pilotage fin des bus des épandeurs. Dans ce cas-là, c'est intéressant de disposer d'une carte de préconisation pour la modulation manuelle, où là, on a une carte par grande zone pour pouvoir couper les tronçons de l'épandeur à la main. Tandis qu'à gauche, on voit la carte pixel à pixel détaillée pour une modulation automatique. FarmStar est le leader des outils de pilotage basés sur la télédétection pour les céréales. En effet, en 2018, plus de 16 000 agriculteurs étaient abonnés en France, ce qui correspond à 718 000 hectares de céréales suivis. Alors le conseil FarmStar est rentable pour l'agriculteur. Une étude menée par la coopérative Capsen entre 2008 et 2010 sur 16 000 parcelles de grandes cultures a comparé deux types de conseils. Le conseil classique global à la parcelle en utilisant le logiciel Epiclès d'InVivo et d'autre part un conseil avec un raisonnement par zone en utilisant FarmStar. Pour le blé tendre, ils ont calculé un gain de marge brute au final de 72 € par hectare, en considérant le coût d'un quintal de blé tendre à 18 €, le coût d'une unité d'azote à 1 €, une prestation FarmStar à 9 € par hectare et un coût de passage à 10 € par hectare. D'après Capsen, le pilotage avec FarmStar est économiquement rentable car on obtient une meilleure optimisation, une meilleure efficience de l'azote grâce à la meilleure répartition, l'optimisation spatiale, justement, dans la parcelle. Voyons d'autres exemples de produits dérivés d'images Sentinel-2 pour du conseil en agriculture de précision. Les chambres d'agriculture ont développé un nouvel outil d'aide à la décision qui s'appelle Messatimage et qui est basé aussi sur les images Sentinel-2 et qui sert en particulier à piloter et moduler la fertilisation azotée. Les coopératives agricoles ont aussi développé leurs propres outils, par exemple BIAPI. BIAPI a développé BIAPI Azote Sol Plante qui permet de moduler les apports azotés sur colza en fonction de la variabilité de la biomasse mais aussi des sols, et étant donné avec des données terrain, bien sûr en utilisant des images Sentinelle. La société Yara qui proposait déjà le capteur de biomasse N-Sensor sur tracteur propose maintenant un outil d'aide à la décision qui s'appelle AdFarm et qui permet de faire aussi de la préconisation de fertilisation azotée à partir d'images Sentinelle. MyEasyFarm est une plateforme qui propose aux agriculteurs de centraliser l'ensemble des données de l'exploitation. Elle permet via la plateforme SoBlue d'accéder aux images Sentinel-2. SoBlue, c'est ce qu'on appelle un DIAS, Data Information Access Service, qui permet d'accéder justement sous la forme de services web aux images Sentinel. Le logiciel Geofolia, qui est un logiciel d'aide à la décision intraparcellaire et qui est réalisé par l'éditeur Isagri, un éditeur de logiciels du monde agricole, utilise aussi les images Sentinel. Ça permet à l'utilisateur de surveiller le développement végétatif des parcelles, de détecter les dégâts de gibier et d'optimiser les interventions. La plateforme OneSol propose, grâce à des techniques d'intelligence artificielle, de facilement sélectionner les parcelles de son exploitation et de faire le suivi de NDVI, de biomasse, tout au long de la période culturelle. Il va reconnaître automatiquement les images sans nuage. Il peut même à la fin proposer un zonage pour la préconisation de fertilisation. Un dernier exemple d'application des images Sentinel-2 en agriculture de précision, mais cette fois-ci pas sur le suivi de la biomasse végétale, mais sur le suivi du potentiel des sols. Là, il s'agit d'une étude faite en 2016 par AgroParisTech INRA sur une parcelle de grande culture de 27 hectares dans l'ouest parisien. Une quarantaine de points de sol ont été prélevés sur l'horizon de surface, l'horizon travaillé agricole, et analysés au laboratoire. Les points ont été localisés au DGPS. L'étude s'est intéressée au suivi de la matière organique des sols. C'est en effet un facteur important de la richesse du sol pour la culture. Généralement, quand on a un sol sombre, ça correspond à un sol riche en matière organique. Un indice a été calculé sur l'image Sentinelle, l'indice de brillance des sols, qui est une combinaison entre le proche infrarouge et le rouge, qui est classique pour voir justement le côté plus ou moins sombre du sol. L'indice a été extrait au même endroit que les points qui ont été analysés grâce à la localisation GPS, et une régression a été faite sur tableur entre la matière organique et l'indice de brillance des sols.
On voit sur le graphique une belle régression avec 75% de corrélation. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'indice de brillance calculé sur l'image sentinelle comme prédicteur de la matière organique du sol pour faire une carte à l'échelle de la parcelle. Voici finalement la carte obtenue pour la matière organique avec un affichage en 5 classes. On voit clairement des zones intraparcellaires qui seraient assez faciles à utiliser en agriculture de précision. Et pour terminer cette présentation, quelles conclusions peut-on tirer des services apportés par Copernicus pour l'agriculture de précision en grande culture? Concernant les caractéristiques des images Sentinel-2, on a vu que la résolution spatiale à 10 mètres est parfaitement adaptée aux grandes parcelles de grande culture, que la résolution spectrale relativement riche permet le suivi de la biomasse des cultures et le suivi des sols nus, et que la résolution temporelle est un vrai point fort avec la capacité d'obtenir une image tous les 5 jours au même endroit. Concernant les offres existantes pour les agriculteurs, on a vu qu'elles sont de plus en plus riches.